Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va tester le nouveau Sony Alpha 7 IV, le boîtier phare de Sony. Donc il est sorti cet automne, je l'ai depuis à peu près un mois. Donc nous sommes tout début janvier 2022 pour cette nouvelle année. Et donc ce que je vous propose, c'est d'en faire un test terrain. Donc pas un test labo avec des murs ou je ne sais quoi, mais bien un test sur le terrain pendant 15 jours. Nous sommes partis dans les Pays-Baltes, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Et donc on a pu éprouver ce boîtier dans des conditions, vous verrez, qui sont quand même assez difficiles, avec de la neige, du froid, etc. Et donc allons voir ça. Avant d'aller plus loin, je tiens quand même à rappeler deux choses. La première, c'est que c'est un test complètement partial, donc ça n'est que mon avis, c'est subjectif. La deuxième chose aussi, c'est de poser un petit peu le contexte, si vous ne le connaissez pas. Donc ce boîtier est sorti cet automne, comme j'ai pu le dire, et il prend la relève du très célèbre Sony Alpha 7 III, qui était quand même le best-seller de Sony, et celui qui a complètement bousculé le marché de la photo, et qui l'a fait tourner notamment vers les appareils photo hybrides. Lorsqu'il est sorti, ce A7 III était le boîtier phare du marché. Depuis, Canon, Nikon, Fuji, etc. ont vraiment réagi. Il a été fortement bousculé, il a surtout vieilli. Et donc l'idée, c'est de voir si aujourd'hui ce boîtier tient la route, s'il est à la hauteur de la concurrence et surtout si c'est un bon appareil photo. Alors bien évidemment, on va pas se mentir, oui, c'est un excellent appareil photo. On le verra, il n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, il est vraiment excellent. Alors le premier point qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est la question de l'ergonomie et de la construction. C'est quelque chose à mon sens qui est très important et que l'on sous-estime souvent. Pourtant, à mon sens, c'est peut-être un des éléments les plus importants, bien sûr après la qualité d'image, mais n'empêche qu'un bon appareil photo, c'est un outil qu'on utilise et il faut que cet outil soit vraiment agréable à prendre en main, qu'on s'y retrouve vite et surtout qu'il soit solide et qu'il dure dans le temps, surtout quand c'est destiné à des professionnels ou à des experts. Concernant Sony, ce n'est pas la marque la plus réputée comme faisant des boîtiers ergonomiques et surtout solides, mais on va voir que ce Sony Alpha 7 IV justement change la donne et en tout cas Sony a fait d'énormes progrès depuis les itérations précédentes. Personnellement, avant de passer chez Sony, j'étais chez Nikon et j'utilisais des appareils photo réflex de la gamme D800, donc ça ce sont vraiment des tanks. Oui, c'est solide. Et donc, celui-là, je sais que s'il tombe sur mon pied, je vais me faire une fracture de l'orteil et ça, c'est franchement pas cool. Alors, je cherchais vraiment un boîtier solide parce que ce Nikon D800 m'a suivi partout dans des conditions vraiment parfois extrêmes et il ne m'a jamais fait défaut. A l'inverse, le Sony Alpha 7 III était souvent critiqué par son manque de construction solide et c'est vrai qu'il avait un aspect parfois un petit peu plastoc, là où Canon et Nikon font vraiment des appareils photo de grande qualité. Fuji, c'est pareil, quand on prend un appareil Fujifilm, et là, c'est un Fuji X-S10 qui me filme, bien que ce boîtier ne soit pas tropicalisé, il est vraiment d'une construction exemplaire et je n'ai jamais eu de doute à l'amener aussi sous la pluie ou la neige. Alors, qu'en est-il de la construction de ce Sony Alpha 7 IV? En fait, pour commencer, on va déjà commencer par des petites caractéristiques. Je ne vais pas vous donner tout ce qui est dimensions, etc. Ça, vous pourrez les trouver très facilement. Simplement, je m'arrête sur le poids. Il fait 658 grammes, soit 8 grammes de plus que le Sony Alpha 7 III. C'est un poids, moi, que je trouve très équilibré. Mon Nikon faisait 1 kg, donc moi, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de vraiment tout léger. Et surtout, je trouve que le rapport taille-poids-encombrement est vraiment excellent et c'est peut-être aujourd'hui le plus grand équilibre. Alors on le verra sur la question de l'ergonomie. Moi j'ai pas de grandes mains, donc c'est vrai que si vous avez des grandes mains, c'est peut-être un petit peu léger. Moi j'ai pas le doigt qui passe sous la poignée, mais il y en a peut-être certains qui auront le petit doigt qui est dessous. Si vous avez des grandes mains, il faudra peut-être penser à mettre un grip supplémentaire. En ce qui concerne la qualité de construction, franchement moi je trouve que c'est très sympa, bien que, et ça je le dis, c'est la petite nuance dès le départ, je trouve que ça fait un petit peu plastoc. Quand on regarde devant, et écoutez, voilà, moi je trouve que ça fait un petit peu plastique. C'est un mélange, on va dire, assez particulier. C'est-à-dire que moi ce que j'aurais aimé, c'est qu'au moins devant, par exemple, ils mettent un petit peu du simili-cuir ou quoi, ou un revêtement un petit peu plus solide, comme le fait par exemple Canon. Alors, c'est quand même très solide, et Sony indique bien que le boîtier est fait avec un châssis en alliage de magnésium. Et là-dessus, j'ai pas de souci à me faire et j'ai pas de doute là-dessus. Mais cependant, c'est vrai que quand on le prend, c'est aussi la rançon de la légèreté de la compacité, mais je sais pas, il y a une petite sensation de plastique, quoi. Alors ayant déjà pris en main le Sony Alpha 7 III, moi je trouve quand même qu'il y a eu une nette avancée sur la construction, ça fait quand même plus solide. Les boutons aussi font plus sérieux, je trouve, ils sont plus gros, ils sont plus épais, enfin je sais pas comment l'expliquer, je trouve que c'est quand même mieux. Et au global, c'est quand même bien mieux construit et je trouve qu'on commence à arriver vraiment sur des bons standards. Ça reste un chouïa en dessous de ce que fait Canon ou Nikon, enfin en tout cas moi je trouve sincèrement. Cependant, il y a eu de gros efforts et pour moi il y a deux gros efforts assez énormes. Déjà c'est la trappe à batterie et souvent c'est ce qui était critiqué chez Sony, c'est qu'il y avait des rentrées d'eau par la trappe à batterie et ils insistent bien sur leur site sur le fait que c'était davantage jointé. Deuxième chose aussi qui change pas mal, c'est le fait que, regardez, hop,
vous avez maintenant un rideau lorsque l'appareil est éteint. C'est une fonctionnalité qu'on peut activer et ça c'est plutôt cool. Ça permet quand même d'éviter certaines intrusions, bien que mon capteur soit déjà bien taché, n'empêche que ça en limite quand même pas mal l'entrée des poussières, etc. Alors cependant, je tiens à mentionner quelque chose que je trouve particulièrement mesquin de la part de Sony, et vous verrez dans cette vidéo qu'il y a quand même beaucoup de mesquinerie, je trouve, chez Sony, c'est le fait qu'à aucun moment ils ne mentionnent la tropicalisation sur leur boîtier. Alors c'est quand même un boîtier à presque 3000 balles. À 3000 balles, on attend que le boîtier soit mentionné comme tropicalisé. C'est destiné à un public, on va dire, plutôt professionnel, qui sort sous des conditions difficiles, et on attend que le boîtier soit dit comme tropicalisé. Quand on regarde chez Canon ou Nikon, c'est quand même largement mentionné, hein, la question de la résistance. Là, quand on regarde sur le site de Sony, en fait, la question de la résistance aux intempéries est vraiment mentionnée très bas sur la page et sur un petit encart, et ça n'est absolument pas une caractéristique phare. Le mot tropicalisation n'est jamais abordé, et il parle plutôt de résistance aux poussières et à l'humidité, bien qu'ils disent qu'ils ne garantissent pas à 100% l'intrusion justement de poussière ou d'humidité. Ensuite, il mentionne que le boîtier peut être utilisé entre 0 et 40 degrés, là où par exemple Fujifilm précise que son X-T4 peut descendre jusqu'à moins 10 degrés, idem pour les optiques, et ça aussi je trouve que c'est quand même assez mesquin, bien que, on le verra, ce boîtier en fait tient très bien dans les conditions difficiles. Donc nous, ce qu'on a décidé pendant 15 jours, c'est un petit peu de le maltraiter. On l'a amené dans des conditions difficiles. Je vous montre d'abord quelques images pour vous montrer un petit peu les conditions de test de ce boîtier. Alors il fait quand même affreusement froid, vous voyez il y a du vent et en plus j'ai la moustache qui congèle avec le froid, il fait moins 9. Au-delà de qu'il fasse très froid, il fait moins 13. Bon, il fait très froid, j'ai même la barbe qui gèle, il fait moins 13, on est en hauteur, aïe ça fait très mal. Vous voyez il neige beaucoup, les conditions sont assez difficiles pour faire de l'image. Pour être honnête, la bonnette du micro est toute remplie de neige, c'est quand même assez extrême. Là, je me prends de la neige en plein visage, enfin, ça doit se voir. Il fait moins 4 ce matin, c'est pas non plus un très grand froid, mais le ressenti est quand même, je trouve, un peu plus bas. Alors comme vous avez pu le voir, hein, c'était vraiment des conditions assez extrêmes, il y a beaucoup neigé, on a eu jusqu'à moins 14 degrés avec des ressentis jusqu'à moins 20, beaucoup de vent, une énorme humidité, enfin bref, c'était vraiment des conditions assez ahurissantes. En plus, on l'a pas ménagé, il était en permanence accroché, vous savez, sur mon épaule avec le Peak Design, donc il a passé sa journée dehors, il a pris beaucoup de neige, hein. Regardez là sur les petites photos, donc c'était quand même un boîtier qui a pris assez cher, et pourtant il n'a jamais montré le moindre signe de faiblesse, hein, que ce soit sur la partie électronique, il n'y a pas eu de bug, hein, ou alors bien sûr sur la partie mécanique, pas de gel de l'obturateur ou quoi que ce soit. Donc oui, ce Sony Alpha 7 IV se débrouille très bien dans des milieux difficiles toute la journée, vous pouvez y aller les yeux fermés, en tout cas nous on n'a jamais rencontré le moindre problème. Deuxième chose que l'on va voir après la question de la construction, c'est celle de l'ergonomie. Alors l'ergonomie, je vais la diviser en deux parts, hein, pour être plus précis. D'abord ce qu'on appelle, vous savez, l'ergonomie physique, c'est-à-dire les boutons, etc. Et deuxième chose, l'ergonomie logicielle, donc tout ce qui touche au menu. Alors n'oubliez pas, hein, moi je viens de Nikon, et c'est vrai qu'en termes d'ergonomie, que ce soit sur les boutons ou sur les menus, moi j'étais habitué à une ergonomie qui était quand même assez éprouvée, et donc ce que j'avais peur c'était de passer là-dessus sur Sony, bien que sur ce Alpha 7 IV j'avais bien vu qu'il y avait eu énormément d'efforts, et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors tout d'abord, moi j'ai pris très rapidement mes marques, hein, il m'a fallu vraiment quelques minutes pour comprendre le fonctionnement globalement de l'ergonomie globale de ce boîtier, et ce qui est génial avant toute chose, c'est que, sachez-le, tous les boutons sont paramétrables, et ça c'est franchement, moi je trouve une fonctionnalité assez dingue, c'est-à-dire que moi avec le temps j'ai pu personnaliser ce boîtier selon mes moindres envies, et ça c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, je trouve. Dès lors, j'ai pu calquer certaines de mes habitudes que j'avais chez Nikon et j'ai pu les recalquer là-dessus, bien que les boutons ne soient pas toujours mis de la même façon. Globalement, je m'y retrouve à peu près, et en tout cas aujourd'hui ce boîtier je l'ai parfaitement en main. Alors globalement, en termes d'ergonomie physique, hein, je le trouve quand même très pratique. On va se pencher d'abord sur le dessus. Alors sur le sommet de l'appareil, hein, vous avez donc la griffe flash, hein, la griffe traditionnelle. Vous n'avez pas de petit flash d'appoint, et ça je trouve ça vraiment très bien pour un boîtier de ce prix-là. On s'en sert absolument jamais. Ensuite, sur l'épaule droite, vous avez le gros des boutons, parce que l'épaule gauche en est complètement dépourvue. On aurait aimé avoir par exemple un sélecteur de mode de prise de vue, rafale, etc. Mais ça, Sony le laisse bien sûr sur ses boîtiers haut de gamme Alpha 9 et Alpha 1. Sur l'épaule droite, vous retrouvez l'essentiel donc des boutons de prise de vue. D'abord, vous avez la molette principale de sélection des modes. Il n'y a pas de mode farfelu, hein, on n'est pas sur un boîtier amateur, là on est vraiment expert, voire professionnel. Donc vous avez un mode auto, oui, il y a quand même un mode auto.
Ensuite, vous avez le mode PASM, là aussi c'est des plus classiques, et surtout vous avez 3 modes paramétrables, et ça on le verra, c'est quelque chose qui est lié à ce qu'il y a juste en dessous. Juste en dessous de cette molette paramétrable, vous avez 3 menus différenciés, le mode photo, le mode vidéo et le mode SNQ. Donc c'est le mode ralenti et accéléré, donc tout ce qui est slow motion et vidéo accélérée. Ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est que vous pouvez switcher du mode photo, vidéo et puis ralenti accéléré, tout ça juste en tournant la molette. Et ce qui est quand même assez génial, c'est que vous pouvez avoir 3 modes paramétrables pour chacun de ces 3 menus. Donc ça offre au total 9 menus personnalisables et ça c'est quand même assez ahurissant. Ensuite vous retrouvez à l'avant et à l'arrière les 2 molettes classiques d'ouverture et de vitesse. Bien que ces molettes soient entièrement paramétrables selon vos souhaits, elles sont souvent quand même utilisées à ces fins-là. Sur vraiment l'épaule droite, vous retrouvez la classique molette qui n'est plus celle de correction de l'exposition, il n'y a plus de graduation dessus. Vous pouvez l'utiliser bien sûr pour faire la correction de l'exposition, mais elle est entièrement maintenant paramétrable et ça c'est quelque chose de totalement nouveau sur le Alpha 7 IV. Et donc ce qui est génial, c'est qu'elle est cliquable, c'est-à-dire que vous pouvez la bloquer ou la débloquer selon vos envies. Moi personnellement, j'y ai mis mes ISO et ça me permet d'avoir mes 3 paramètres de triangle d'exposition à portée de main, donc d'avoir devant l'ouverture, derrière la vitesse et les ISO, et comme ça je suis extrêmement rapide. Juste devant, entre ces 2 molettes et le déclencheur, vous avez 2 boutons. Le classique C1 et le classique C2 ont été modifiés et il y a toujours le C2, mais le C1 a été remplacé par le bouton de déclenchement REC, d'enregistrement vidéo, lui aussi entièrement paramétrable, mais par défaut c'est le déclenchement vidéo. Alors moi je l'ai laissé sur le déclenchement vidéo, je trouve ça quand même très bien placé et surtout c'est vraiment assez intuitif de déclencher ces photos et de pouvoir déclencher une vidéo juste derrière. En tout cas moi ça tombe vraiment très bien sous mon index. En passant sur l'arrière de l'appareil photo, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est l'arrivée justement d'un écran sur rotule, et ça c'est quelque chose moi que j'attendais particulièrement. Alors bien évidemment il y a toujours un débat sur ce type d'écran, il y en a qui préfèrent les écrans on va dire déportés. Moi je préfère les écrans sur rotule parce que d'abord ça me permet de fermer l'écran lorsque je n'utilise pas et de le protéger. Ensuite ça me permet aussi de vlogger, moi je vlog énormément donc ça me permet de voir, de cadrer, etc. Et enfin ça me permet très facilement de faire des photos en verticale au ras du sol et c'est quelque chose que je fais beaucoup. Donc pour moi c'est une très bonne nouvelle. Cet écran est entièrement tactile et le tactile fonctionne très bien, bien que à mon sens ça soit encore assez loin, on va dire, de la fluidité du tactile qu'on peut retrouver sur les smartphones, mais c'est très largement suffisant pour un appareil photo. Côté définition, l'écran fait 1,03 million de pixels, là aussi je trouve ça suffisant, c'est pas dingue mais en même temps ça suffit. Il est bien contrasté, les couleurs sont quand même assez fidèles et ça permet de regarder très rapidement et correctement ces photos et ces vidéos. Il y a eu du nouveau sur la partie supérieure, on retrouve toujours à gauche les touches C3 et menu, cependant sur la partie en haut à droite, on retrouve maintenant le bouton iPhone qui est beaucoup plus gros et surtout c'est la disparition du bouton REC qui est passé sur l'épaule. Donc le bouton iPhone est vraiment, moi je trouve, très bien placé et surtout maintenant il est gros, donc on le sent très bien et c'est vraiment quelque chose de très efficace. Ensuite en dessous on retrouve un joystick, le joystick est maintenant un petit peu cranté on va dire par rapport à celui du Sony Alpha 7 III. Il est très agréable et surtout au fonctionnement il est vraiment très réactif, très précis, en tout cas c'est un plaisir quand on a l'œil dans le viseur de bouger avec. En dessous on retrouve la touche FM qui permet d'accéder on va dire aux paramètres rapides et totalement personnalisables à la fois en photo et en vidéo. C'est très intuitif et c'est très bien fait. Encore en dessous vous avez la molette justement qui permet de rouler et de passer les photos ou des paramètres que vous pouvez définir. Cette molette est agréable mais je la trouve peut-être un petit peu trop petite par rapport notamment à ce qui se fait chez Canon. J'aurais aimé qu'elle soit peut-être un petit peu plus grosse, mais bon, on peut pas tout avoir. Enfin en dessous vous avez les boutons pour justement regarder les images, la poubelle pour les supprimer et ça c'est aussi tout à fait classique. Pour terminer sur l'arrière, on se concentre bien sûr sur le viseur électronique. Alors là c'est pareil, il y a eu quand même une grosse avancée par rapport au Sony Alpha 7 III. C'était un des grands griefs de ce boîtier, le viseur qui était de piètre qualité. Là le viseur il a été largement amélioré. Si je regarde mes chiffres, on est passé de 2,35 millions de pixels à 3,68 millions. Ce viseur je le trouve vraiment nickel, il est large, lumineux et surtout vous avez un taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 120 images par seconde. C'est vraiment du plaisir à utiliser et voilà, on n'a pas peur de mettre le dedans. Sur la partie gauche du boîtier on retrouve les connectiques habituels, donc prise casque, prise micro, port USB-C, port micro USB, port HDMI. Très sincèrement c'est à mon sens très moderne et surtout suffisant. On pourrait avoir plus mais là aussi Sony segmente. En tout cas moi par rapport à mon utilisation il y a largement ce qu'il faut. En termes de connectique je précise aussi que Sony propose l'application Imaging Edge Mobile qui est leur application dédiée pour s'envoyer des photos, des vidéos. Cette application fonctionne très bien. En tout cas moi j'ai pas eu de gros problèmes avec. Ça permet de s'envoyer directement les RAW, des JPEG ou encore les vidéos. Vous avez le choix soit de vous envoyer les fichiers natifs qui est quand même très lourd ou alors des fichiers de 2 mégapixels ce qui suffit largement pour publier sur les réseaux sociaux et donc là ça va vraiment très vite et ça ne pèse vraiment que dalle sur votre téléphone. Donc ça c'est assez génial. Cette appli permet aussi de contrôler l'appareil photo à distance, telle une télécommande. Comment dire, cette appli moi je l'utiliserai pas au quotidien, je me transfère des images et c'est vraiment très pratique. Par contre pour le
contrôler à distance, c'est niette, c'est beaucoup trop lent. Et en fait, l'appairage à l'appareil est assez lent, hein. Des fois ça met presque 30 secondes, voire plus, ce que je trouve beaucoup trop lent. Ça fonctionne en Wi-Fi, ça fonctionne très bien, hein. Mais une fois que vous êtes connecté, il n'y a pas de problème. Mais pour se connecter, parfois vous avez quand même un temps de latence qui est trop long et surtout aussi des bugs qui font que vous n'arrivez pas tout simplement à vous connecter. Et ça, je trouve ça franchement pas cool. De l'autre côté, vous avez le port carte SD. Donc vous avez deux ports qui supportent les cartes SD type UHS 1 et UHS 2. Vous avez même le port numéro 1 qui supporte les cartes de type CF Express de type A. Donc ça, c'est franchement pas mal, hein. Mais voilà, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ne pas avoir mis, hein, sur les deux ports le CF Express. Dessous, vous avez la trappe à batterie, hein, qui est tout à fait classique. Donc cette trappe, comme je vous ai dit, a été largement améliorée. Vous avez le pas de vis, là aussi, tout ce qui est plus classique. Et enfin, on va passer à la face avant de l'appareil photo. Alors, je vais parler du grip, hein, je l'ai déjà évoqué rapidement. Moi, ce grip, je le trouve très agréable. Il est un petit peu plus épais et plus ergonomique que celui du A7 III. C'est vrai que celui du A7 III, je le trouvais un petit peu trop petit. Enfin, c'était pas très agréable. Là, sincèrement, je l'ai pris pendant des dizaines de minutes à la main sans jamais avoir de crampes ou quoi que ce soit. C'est vraiment très agréable. Ce que je trouve un petit peu dommage, moi, c'est cette face avant qui n'est pas exploitée. Chez Canon, chez Nikon, vous avez souvent des petits boutons paramétrables devant qui tombent notamment ici sous les doigts, et je trouve ça vraiment dommage que Sony ne l'exploite pas, d'autant plus avec cette face avant un petit peu plastoc là. Voilà. Sony, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, mettez des petits boutons personnalisables, ça serait franchement mieux. Enfin bref, pour conclure sur la partie ergonomie physique du boîtier, je la trouve quand même très réussie. On sent que c'est la 4e itération de ce boîtier, c'est mûri. Enfin, en tout cas, dans le global, hein, c'est quand même très bien. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même bien mûri. Bon, maintenant, passons à la partie logicielle. C'est ce qui souvent faisait défaut chez Sony, hein. Sony était critiqué comme l'une des marques d'appareils photo les moins intuitives du point de vue des menus. Alors, ils se battaient avec Fuji, hein, parce que Fuji, là-dessus, hein, j'ai un XS10, c'est franchement pas la panacée. Mais là, Sony a quand même bien réagi. Ils ont mis des ingénieurs sur le coup, et depuis les Alpha 7S III et Alpha 1, ils ont sorti une nouvelle génération de menus et qui font leur arrivée sur l'Alpha 7 IV. Alors dans l'ensemble, c'est plutôt très clair, hein. Moi, j'ai pas de grosses critiques à faire là-dessus. C'est organisé verticalement. Alors je vous donne le nom des grandes catégories de menus, hein. Vous avez prise de vue, exposition, couleur, mise au point, lecture, réseau et réglage. Donc ce sont les grandes catégories. Ensuite, vous avez à l'intérieur des sous-catégories, et ces sous-catégories sont elles-mêmes organisées en sous-sous-catégories. Donc ça peut paraître un petit peu comme ça peut faire un peu peur, mais pourtant c'est vraiment très clair. Et en tout cas, la logique est quand même bien meilleure que sur celle des boîtiers précédents. Venant des menus Nikon, ça m'a pas déboussolé tant que ça. C'est une logique qui se tient. Après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, moi je trouve ça quand même plutôt clair. Alors on pourra quand même dire que ce boîtier n'a pas les menus les plus clairs et en tout cas les plus simples. Ils sont certes très touffus, très denses, mais en même temps, quand on achète un boîtier à presque 3000 €, on a envie de pouvoir tout paramétrer. Et si vous trouvez que les menus sont peut-être trop denses, c'est peut-être que ce boîtier est peut-être trop complexe pour vous. Pour un public professionnel, moi je trouve ça vraiment excellent parce qu'on peut tout paramétrer jusqu'au moindre détail. Et là-dessus, Sony, bravo, parce qu'on peut même paramétrer des choses qui peuvent paraître absolument des détails et qui pourtant ne le sont pas du tout, et ça c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors est-ce que ces menus sont parfaits? Non. Il y a certains trucs moi que je trouve pas logiques, hein, que j'aurais mis dans une catégorie plutôt qu'une autre, mais après ça c'est une logique personnelle. Mais globalement, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est quand même assez rapide, et surtout ce qui est quand même assez génial, c'est que vous avez les menus personnalisables où vous pouvez mettre vos favoris en haut, et donc si vous avez des paramètres réguliers, vous pouvez les mettre dans vos favoris et les avoir à portée de main très rapidement. Et ça c'est un petit peu comme chez Fuji, hein, c'est vraiment très pratique quand on en prend l'habitude. La plus grosse nuance que je pourrais apporter à ces menus, c'est plutôt un problème, soit on va dire de traduction, soit justement d'abréviation. Et parfois, moi j'ai été un petit peu confus parce que j'ai cherché certains menus pendant très longtemps, parce que certains mots étaient justement abrégés, et en fait l'abréviation ne collait pas avec ce que j'imaginais. Je suis jamais rentré dans certains menus pensant que ça voulait dire autre chose. Et ça là-dessus, je trouve ça quand même pas cool, parce que parfois j'ai cherché plus de 10 minutes une fonctionnalité, simplement parce que l'abréviation ne me parlait pas. Enfin, il y a quelques petits détails qui m'agacent un petit peu, mais ça, je vais pas m'étendre là-dessus sur la partie logicielle, j'en parlerai plutôt sur les points négatifs à la fin de cette vidéo. Alors, on va passer dans une deuxième partie sur peut-être l'élément que vous attendez de plus, c'est la qualité d'image. Alors, je vais pas mettre de suspense particulier, hein. Oui, c'est un excellent appareil photo, et on va d'abord se dessiner la qualité en photo, on fera la vidéo après. Et donc, en photo, c'est un appareil qui sort des images absolument sublimes, stratosphériques, en tout cas, moi j'en ai pris plein les mirettes, et on va revenir d'abord sur quelques caractéristiques rapides techniques du capteur. Alors, la grosse avancée du Alpha 7 IV par rapport au Alpha 7 III, ça n'est pas tellement la technologie de capteur, mais c'est plus la définition. On passe de 24,2 millions de pixels à 33 millions de pixels, c'est un vrai gain. On commence à titiller la haute définition, et ça c'est quand même quelque chose d'assez jouissif. Moi j'étais habitué à un boîtier de 36 mégapixels, c'est vrai que 36 mégapixels c'est quand même, on va dire, une définition qui commence à être assez importante. On peut aller chercher du détail, on peut cropper, et là 33 mégapixels, moi ça ne me dérange absolument pas. Le gain par rapport à du 24 mégapixels est quand même assez important, et ce qu'on va voir après, c'est la conséquence de cette
hausse de définition sur la montée en ISO du boîtier. Avant toute chose, je tiens à rappeler que ce capteur est stabilisé, donc une stabilisation mécanique. Sony garantit jusqu'à 5,5 stops de stabilisation, ça fonctionne très bien, c'est très silencieux et surtout ça aide vraiment. Alors je vais quand même nuancer, c'est pas aussi efficace qu'une stabilisation on va dire d'objectif, mais en tout cas c'est quand même très efficace. Ça permet, moi je pense, de non pas monter à 5 stops à peu près de stabilisation, mais plutôt à 3, ce qui est déjà très bien, et en tout cas ça pourra vous aider. En vidéo je trouve pas que ça soit flagrant, en photo peut-être un peu plus. Par contre dès que vous le couplez avec la stabilisation d'un objectif, là c'est quand même assez incroyable et on peut descendre sur des vitesses plutôt très basses. Donc côté caractéristiques techniques, ce boîtier permet d'enregistrer des photos au format RAW, compressé ou non, avec ou sans perte de qualité, mais aussi des JPEG. La sensibilité native du boîtier commence à 100 ISO et va jusqu'à 51 200, donc c'est quand même pas mal. Et en version étendue, on va au plus bas de ISO 50 et jusqu'à 204 800 ISO. C'est assez ahurissant, bien qu'on verra que ces plages-là ne sont pas utilisables, mais c'est quand même intéressant. Alors au final, ça donne quoi cette montée en ISO? Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser les optiques avec lesquelles j'ai pris des photos durant ce test. Donc j'ai apporté 3 optiques avec moi. Donc voici avec quoi nous sommes partis. Donc là, on a d'abord le Sony 1635 2.8 GM. Donc c'est vraiment un des ultra grands angles phares de Sony. C'est ça qu'on a ici le Sony, en plus ça tombe bien, ce sera l'occasion d'en parler. Le 70-200 2.8 GM version 2. Voilà. Alors petit spoil, mais c'est un objectif exceptionnel. Voilà. Et enfin, pareil, un objectif remarquable, le Sigma 35 1.4 DGN Art. Et donc comme ça, là on pourra faire un peu de portrait. Alors que dire de cette qualité d'image? Comme je vous ai dit, c'est superlatif, couplé à ces objectifs, c'est vraiment incroyable. On a une richesse de détails qui est folle. Quand on croppe dedans, ça saute à l'œil, ça pique comme on dit. Et donc en plus, ce qui est absolument génial, c'est que les capteurs Sony sont peut-être à mon sens aujourd'hui les meilleurs qui se trouvent sur le marché en plein format. Vous avez notamment une plage dynamique qui s'approche des 15 stops. Alors Sony dit qu'on arrive à 15 stops, à voir sur les mesures DxO qui seront faites, mais c'est quand même assez ahurissant. Quand on met les RAW sur Lightroom, on remarque en fait que la plage dynamique c'est folle. Vous pouvez aller dégager des informations dans les hautes lumières et dans les ombres sans avoir du bruit pendant très longtemps, et ça c'est quand même vraiment très sympa. En ce qui concerne la montée en ISO, elle est très bonne, voire même excellente, mais je l'avoue, elle est peut-être un chouïa en deçà de ce que j'espérais. Je vais pas vous faire un test avec des images avec une montée en ISO, etc. Je vais vous montrer plutôt certaines images par la suite que j'ai prises avec le Sony Alpha 7 IV. Moi ce que je remarque, c'est que le boîtier globalement est vraiment excellent, on va dire, de ISO 50, parce qu'on commence à ISO 50 jusqu'à ISO 1600. Jusqu'à ce niveau-là, le bruit est quasiment imperceptible, et en tout cas la qualité d'image est vraiment excellente. On a un premier seuil à 1600 ISO et puis il commence à monter progressivement jusqu'à 6400, et 6400 est pour moi la vraie marche à passer, et c'est là où les détails commencent à se perdre un petit peu et où le bruit commence à devenir quand même plus visible. Malgré tout, vous pouvez l'utiliser sans sourciller. Un petit passage dans un logiciel permet d'effacer le bruit et de bien rattraper les détails. Cependant, quand on monte jusqu'à 12 800 et même 25 600 ISO, là ça commence à sérieusement se dégrader, et moi je ne monterai pas au-delà parce que c'est vraiment trop dégradé. Quand on monte sur les valeurs extrêmes de 102 000 et même 204 000 ISO, c'est bourré de bruit, il n'y a plus de détails, enfin bref, c'est vraiment pour quand on est désespéré au milieu de l'article en pleine nuit, et là ça peut pardonner, mais c'est pas ce que j'utiliserai au quotidien. Vous trouverez sans doute sur internet des tests qui vous diront que c'est peut-être un petit peu moins bon, avec peut-être un stop d'ISO en moins que le Nikon Z6 II ou le Canon R6. Le Canon R6 aujourd'hui est peut-être celui qui est le meilleur sur la montée en sensibilité sur cette gamme de prix. Cependant, je tiens à rappeler quelque chose quand même, c'est que le Canon R6 n'a que 20 millions de pixels, là où le Sony Alpha 7 IV en a 33. Résultat, les photosites sont beaucoup plus petits, et je trouve que quand même Sony a réussi un jeu d'équilibriste assez incroyable entre la haute définition et la montée en ISO, et personnellement je préfère avoir une montée en ISO qui est peut-être un chouïa moins bonne, mais avoir ce gain de définition qui est pour moi bien plus important. Enfin je précise, ayant des optiques très lumineuses et des situations qui n'étaient pas vraiment difficiles, je n'ai pas eu besoin de monter très haut en ISO pendant ce test, donc j'ai fait quelques clichés très ponctuellement à 12 800 ISO, mais je suis jamais monté au-delà parce que j'en ai pas eu besoin. Enfin, dernière chose à propos de la qualité d'image, c'est la question des couleurs. Alors Sony n'est pas connu comme la firme qui sort les meilleures couleurs, Là-dessus les puristes vous diront que c'est Canon ou Fuji qui ont les meilleures couleurs du marché. Comme je vous ai dit, j'ai devant moi un Fujifilm, et c'est vrai que les couleurs Fuji sont quand même, moi je trouve, assez ahurissantes, et donc j'avais un petit peu peur en passant chez Sony, et je m'étais renseigné, j'avais vu que notamment depuis le Alpha 7S III et depuis le A1, il y avait aussi de nouvelles couleurs qui étaient arrivées, et c'est vrai que là sur le Alpha 7 IV, je n'ai absolument rien à dire de négatif sur ces couleurs. Très sincèrement, c'est beau, c'est fidèle. Sur Alpha 7
III, il y avait souvent des critiques sur les teintes de peau. Là, moi je trouve, et regardez hein, sur les photos, moi je trouve que c'est quand même très propre, il n'y a pas de problème particulier. Là où je dirais qu'il y a peut-être une petite nuance, c'est sur la balance des blancs automatique. Alors là, attention, hein, c'est vraiment pour les feignants, moi le premier. Hein. Mais en fait, sur la balance des blancs automatique, je trouve que parfois elle est un petit peu dans les choux. En tout cas, elle est un petit peu en deçà de ce que j'espérais. Donc ça me pousse à repasser en manuel. Mais ça, c'est pas du tout un problème, hein, parce qu'en post-traitement, on peut rééquilibrer tout ça. Mais en termes de couleur, c'est profond, c'est riche, c'est peut-être un petit peu moins saturé que ce qui peut se faire ailleurs, mais je trouve ça très cool. Et en tout cas, quand on regarde les JPEG, ils sont très propres. Bref, vous l'avez compris, c'est un excellent appareil photo d'un point de vue qualité d'image. Maintenant, on va s'intéresser à deux choses très importantes, c'est la question de l'autofocus et celle de la rafale. Alors comme vous le savez sans doute, hein, l'autofocus est un des gros points forts de Sony et donc il débarque avec une nouvelle génération d'autofocus sur ce boîtier qui mixe détection de phase et détection de contraste. Sans surprise particulière, cet autofocus est tout simplement excellent, il accroche sans problème et moi j'ai absolument adoré l'utiliser. En tout cas, c'est très rapide, le temps de réaction est vraiment assez ahurissant. Bien sûr, ça dépend beaucoup des optiques que vous utilisez, mais là où je me suis particulièrement éclaté, c'est avec le dernier 70-200 de chez Sony, ça accroche à une vitesse assez incroyable. Concernant cet AF, il couvre la quasi-totalité du capteur et il offre la possibilité d'avoir ce qu'on appelle l'Eye-AF, donc c'est le suivi de l'œil à la fois chez les humains et chez les animaux, avec une distinction pour les animaux et pour les oiseaux. Concernant les humains, on a essayé un petit peu partout, en ville, etc. Et en ville, c'était quand même très efficace, on a pu faire des photos dans des conditions très difficiles et il accroche toujours l'œil et très sincèrement, j'ai pu faire des photos dans des conditions où je n'aurais même pas cru pouvoir les faire tellement c'était difficile. Aussi, ce qui est très pratique, c'est que ça vous permet d'avoir toujours l'œil net et là-dessus ça fonctionne particulièrement bien, notamment avec des ouvertures très larges, notamment à 1.4 ou à 200 mm à 2.8. Vous avez toujours l'œil qui est parfaitement net, quelles que soient les conditions. À propos des animaux, là aussi c'est quand même très bluffant. Alors il faut faire la distinction hein, entre les animaux et les oiseaux, mais on a testé sur les animaux, sur notre chat qui court quand même très vite et qui se cache beaucoup. Là aussi, il n'y a jamais eu de problème et l'œil a toujours été largement capté, même à travers les chaises, les tables, les meubles, etc. Concernant les oiseaux, il y en avait beaucoup hein, dans les Pays-Bas, donc on avait testé ça. Et c'est vrai que sur les goélands ou les pigeons, c'était très réactif et on a pu faire des clichés vraiment très sympas. Il ne nous a jamais tenu à défaut cet autofocus. Alors maintenant, ce qui compte, c'est de voir si cet AF combiné à la rafale est efficace. Alors pour moi, les deux sont vraiment très liés, hein, l'autofocus et la rafale, dans les situations de sport, donc soit pour le sport ou pour l'animalier. Alors vous savez, moi, c'est pas du tout mon type de photo. Hein, je suis pas un photographe pas animalier ou de sport. Cependant, j'ai quand même testé dans des situations un petit peu compliquées cet appareil photo et je l'ai un petit peu poussé dans ses limites. Je tiens à rappeler quand même les caractéristiques en rafale que je trouve quand même assez décevante. Vous avez une rafale de 10 images par seconde, donc il n'y a pas de progrès par rapport au Alpha 7 III. Et même je trouve qu'il y a même un recul parce que cette cadence de 10 images secondes n'est valable que pour des RAW compressés. Oui, je dis bien compressés et avec perte. Et donc quand vous passez sur des RAW compressés sans perte ou même non compressés, là ça chute à 6 images par seconde et ça je trouve ça quand même assez mesquin de la part de Sony. Ça n'est absolument pas un problème logiciel parce que vous avez les mêmes puces sur le Sony Alpha One qui lui monte à 30 images secondes non compressées. Donc c'est simplement là aussi une segmentation de la part de Sony. Donc le buffer tient très bien la route. Cependant, lorsque vous combinez l'AF à des situations, on va dire, assez sportives, moi j'ai été quand même un chouïa déçu. Nous avons fait de la luge à Vilnius, donc en Lituanie. C'est des situations qui étaient quand même assez difficiles parce que ça bouge beaucoup, ça va très vite. On a essayé avec le 70-200, le tracking de l'œil, avec différents modes d'autofocus, dont notamment le suivi de sujet, et j'étais un petit peu déçu. Il y a eu quand même certains clichés qui étaient un petit peu flous, et c'était pas du tout un problème de vitesse d'obturation, je suis monté au-delà même des 1/4 millième de seconde, donc vous voyez, hein, la situation était totalement figée. C'est plus que l'AF, en fait, parfois a complètement loupé, parce que ça allait un petit peu trop vite. Je ne pense absolument pas que ce soit un problème d'objectif, hein, parce que le nouveau 70-200 a un objectif qui est ahurissant, et donc c'est plus là, je pense, un problème d'autofocus de la part de Sony, et donc, de ce que j'ai pu voir sur les tests, le Canon R6 a l'air bien mieux dans ces situations-là, et globalement, à 6 images par seconde, c'est pas foufou. Quand vous regardez chez d'autres marques, comme chez Canon, chez Nikon ou même chez Fujifilm, on peut faire bien mieux dans des gammes de prix parfois moins chères, et donc là, c'est clairement une question de segmentation de la part de Sony, et là, je tiens à vous le dire directement, si vous cherchez un boîtier qui est plus tourné vers le sport, vers l'animalier, l'autofocus, il tient carrément la route, hein, avec les animaux, etc., c'est génial. Cependant, la rafale est pour moi beaucoup trop limitée pour en faire un boîtier sérieux pour la photographie sportive ou animalière. Bref, si je synthétise, c'est un excellent appareil photo, vous l'avez bien compris, il est très polyvalent et globalement tout ce qu'il fait en photo, il le fait plutôt bien et même plutôt très bien. Maintenant passons au mode vidéo. Alors je serai ici plus rapide, hein, je suis pas un vidéaste. Pour moi la vidéo ça se limite à faire des tutos, des vidéos pour justement YouTube et aussi à faire des vlogs quand on voyage, donc je vais beaucoup moins m'étendre à ce sujet. Cependant quelques caractéristiques phares, comparé au Alpha 7 III, le Alpha 7 IV permet d'enregistrer en 4K 60 images par seconde et là attention, la 4K 60 se limite avec un crop
crop de 1,5, donc en mode APS-C ou Super 35, c'est comme ça aussi qu'on l'appelle. Donc quand vous passez en 4K 60, vous avez un crop de 1,5 fois. Donc quand vous passez d'un objectif 50 mm, ça vous met à 75 mm. Ça, c'est une grosse limitation, et tout comme pour le reste, c'est simplement de la limitation et de la segmentation de la part de Sony. Ça n'est pas du tout un problème technologique, c'est plus qu'ils veulent segmenter et protéger leur boîtier phare en vidéo, le Sony Alpha 7S III. Malgré tout, les caractéristiques vidéo sont quand même très alléchantes. On a la 4K 30 images par seconde sans crop et la Full HD jusqu'à 120 images par seconde pour faire des ralentis. Le bitrate est lui aussi très satisfaisant. On a un vrai gain, on peut monter jusqu'à 600 mégabits par seconde. Alors bien sûr, il faudra passer par des cartes de type CF Express A, et surtout vous avez aussi un encodage qui lui monte en 422 10 bits. Donc là, on aura vraiment aussi beaucoup de détails, des couleurs très riches, alors qu'avant sur le Sony Alpha 7 III, on était en 4208 bits. Également, vous retrouvez 11 profils d'images personnalisables avec justement le log, etc. Et vous avez l'apparition aussi du S-Cineton. Donc ça, c'est un profil d'image type cinéma, et c'est celui de Sony qui est utilisé sur leur caméra professionnelle. Le rendu, moi je trouve, est absolument superbe. On a des teintes de peau qui sont très douces et on a de suite l'impression d'être dans un film hollywoodien. Ça, c'est une caractéristique qui est franchement cool parce qu'elle est réservée notamment à des boîtiers bien plus professionnels et surtout bien plus coûteux. Et ça, là-dessus, merci Sony. Alors, est-ce que les images en vidéo sont belles? Là aussi, il n'y a pas de suspense. Oui, elles sont magnifiques. Les ralentis sont très très beaux. Les images à 25 images secondes sont vraiment très très cool. Moi, je trouve que bien contrasté, il y a de belles couleurs. Surtout, voilà, il y a beaucoup de détails, etc. Moi, j'adore. Là, j'ai pas du tout encore pris le temps de faire des vidéos avec les profils. Et par la suite, je vous montrerai des vidéos faites avec les profils et notamment avec le S-Cineton. Le suivi de l'œil en autofocus fonctionne également en vidéo et ça fonctionne diaboliquement bien. C'est juste jouissif quand vous êtes à 200 mm à f2.8 d'avoir un ralenti et surtout un œil qui est toujours parfaitement net. C'est fluide, c'est intuitif, bref, c'est juste génial, et là-dessus c'est une fonctionnalité que j'adore, et filmer n'a jamais été aussi simple. Sony a introduit d'autres caractéristiques propres au boîtier haut de gamme en vidéo. Vous avez par exemple une fonction d'anti-breathing, donc de pompement, qui est, attention, seulement valable pour des optiques Sony dédiées. Cependant, ça fonctionne particulièrement bien, même si ça fait un petit crop dans l'image, mais ça évite justement les pompages lorsque on change la mise au point. Autre fonctionnalité qui est aussi géniale, c'est ce qu'on appelle le Focus Map. C'est une aide à la mise au point, pas simplement les zébras, mais vraiment avec des couleurs rouge et bleu, pour savoir justement quand est-ce qu'on est net pour faire la mise au point manuellement. Ça, c'est vraiment pour les vidéastes qui cherchent à faire la mise au point manuellement. C'est très efficace. Je l'ai essayé lorsqu'on était à Bruxelles. Honnêtement, quand on prend le temps de le faire, le rendu est superbe et surtout c'est très précis et c'est beaucoup plus agréable à utiliser que les zébras. En termes de montée en sensibilité, le boîtier en vidéo monte jusqu'à 102 400 ISO. Là aussi, c'est très propre. Je suis monté jusqu'à 6400 et même 12800 ISO de nuit pour faire du ralenti. Et en fait, c'était très très propre. Et je trouve que là-dessus, la montée en ISO en vidéo est presque plus propre qu'en photo. Et c'est juste génial. Pareil, la dynamique est quand même très sympa. Alors, elle reste un petit peu limitée quand on met pas de profil, mais ça, c'est tout à fait normal. Par contre, quand vous mettez des profils comme le S-Log, etc., là, vous avez une plage dynamique qui est très très large. Et en post-traitement, on peut vraiment s'amuser. C'est assez jouissif. Alors globalement, vous voyez, il est quand même très fourni en termes de caractéristiques vidéo. Et puis, il y a cette fameuse 4K croppée. Alors ça a fait beaucoup couler d'encre lorsque ce boîtier a été annoncé. Cependant, moi, je trouve pas que ce soit un gros problème. Bien évidemment, si vous faites beaucoup de vidéos, ça peut être un frein. Mais cependant, gardez à l'esprit que Sony veut protéger sa gamme plus haut de gamme, on va dire, en vidéo. Donc le A7S III et aussi la caméra FX3. Alors, est-ce que c'est vraiment très important? Moi, je ne pense pas que les personnes qui sont dédiées à la facette 4 sont vraiment des vidéastes confirmés. Si vous voulez vraiment faire de la vidéo, ben voilà, vous prenez un A7S III ou alors une FX3. Cependant, est-ce que c'est vraiment quelque chose de majeur? C'est chiant, oui, mais c'est pas quelque chose de rédhibitoire, on peut s'y adapter. Et en tout cas, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui serait un problème qui pousserait quelqu'un à ne pas l'acheter, sinon tout simplement passer sur une vraie caméra. Bref, tout comme en photo, en vidéo, c'est quand même assez exceptionnel. Passons maintenant à une nouvelle catégorie qui elle aussi est très importante, c'est celle de l'autonomie et aussi des questions de surchauffe. Alors venant du monde des réflexes, moi je suis habitué aux batteries qui durent longtemps, très longtemps, voire même parfois plusieurs jours, ou alors sur une très grosse journée ultra intensive. Et puis moi, ce que j'avais peur en passant sur les hybrides, et quand j'avais acheté le Fuji X1610 avec les anciennes batteries Fuji, c'était quand même assez catastrophique et on changeait de batterie quand même assez souvent. Et donc j'avais un petit peu peur en passant sur le Sony Alpha 7 IV. Ce A7 IV remporte la très classique batterie NP-Z100 qui équipe la plupart des boîtiers Alpha 7 et qui équipait le Alpha 7 III. C'est une batterie qui tient très bien la route. Le Alpha 7 III a été connu comme un boîtier quand même plutôt très endurant. Et chose assez surprenante, le Alpha 7 IV était donné comme 100 photos moins endurantes, 610 photos contre 710
70 par rapport au Alpha 7 III. Avant d'évoquer cette question d'autonomie, je tiens à préciser une nouvelle mesquinerie de la part de Sony. Vous achetez un boîtier presque 3000 € et vous n'avez pas de chargeur fourni avec. Vous avez un malheureux câble qui se branche sur secteur avec un adaptateur qui lui-même se branche en USB-C. Et si vous voulez recharger votre appareil photo, il faut le charger directement en USB-C, la batterie dans l'appareil photo et non pas à l'extérieur. Alors, on va dire que c'est quelque chose qui est à la mode. Les constructeurs prennent souvent le prétexte de la protection de l'environnement. Sur un smartphone, à la limite, ça peut se comprendre. On a tous des câbles USB-C qui traînent ci et là, pareil pour du micro USB. Cependant, on a rarement besoin, on va dire, de brancher son appareil photo directement. Le fait de ne pas pouvoir charger sa batterie séparément, pour moi, est un vrai frein. Et surtout, c'est vraiment, je le répète, quelque chose de très mesquin. Quand on met 3000 balles dans un appareil photo, on attend quand même à avoir un chargeur. Et la question de l'environnement est vraiment hypocrite à mon sens. Donc vous l'avez compris, si vous voulez charger votre Sony Alpha 7 IV, eh bien, il faudra passer par la prise USB-C et vous ne pourrez pas l'utiliser si vous n'achetez pas de chargeur séparément. Donc passé ce détail qui est quand même assez agaçant, voyons un petit peu la question de l'autonomie. Moi j'avais peur en partant dans les pays baltes que le froid fasse fondre l'autonomie, Enfin, ouais, ok, c'était nul. Mais en attendant, j'étais quand même particulièrement surpris et très positivement sur l'autonomie du Alpha 7 IV. Souvent, les constructeurs, bien sûr, sous-estiment la capacité des batteries pour ne pas décevoir. Et là, c'est à nouveau le cas parce que cette batterie m'a tenu sans sourciller une journée entière. On est descendu jusqu'à moins 14 degrés avec de la neige, du froid, du vent, etc. Et la batterie tenait à chaque fois une journée entière en faisant plusieurs centaines de photos, de la vidéo. Et à chaque fois, je finissais ma journée aux alentours de 30, 20 ou même 15% de batterie. Et sur 15 jours, je n'ai dû changer la batterie en journée, fin journée, que 2 fois. Donc c'est vraiment très satisfaisant et là-dessus je suis quand même très content. Bravo Sony, vous avez sacrément bien bossé sur la question de l'autonomie. Enfin, dernière chose à aborder, c'est la question des surchauffes. C'est quelque chose que j'ai beaucoup lu sur internet, j'ai vu aussi des vidéos YouTube qui faisaient référence à ces problèmes-là. Pour être totalement transparent, moi j'ai eu 2 petits problèmes de surchauffe. La première, c'est le jour où j'ai reçu le boîtier que je l'ai intensément paramétré. Il a beaucoup chauffé parce que j'avais mis l'écran, je l'avais refermé et en fait le boîtier à un moment a tellement chauffé qu'il s'est même éteint. Deuxième problème de surchauffe, c'est quand j'ai fait de la vidéo de façon assez intense et là aussi le boîtier a mal supporté la chauffe et il a aussi coupé tout seul. Forcément dans les pays baltes avec moins 13 degrés il n'a pas surchauffé, il était certes glacial mais il n'y a pas eu de problème de température dans ce sens, à l'inverse avec le grand froid. Je n'ai pas assez de recul là-dessus pour savoir si le A7 IV surchauffe vraiment, mais c'est quelque chose sur lequel je suis quand même très attentif et peut-être que de futures mises à jour logicielles viendront rectifier ces problèmes. Alors on arrive bientôt à la fin de cette vidéo et pour terminer j'aimerais aborder surtout les points qui fâchent parce qu'il y en a quand même. La première chose, c'est que je trouve qu'en termes de construction, ce Sony Alpha 7 IV est certes bien, il tient très bien la route et il ne m'a pas posé de problème. Cependant, je trouve que c'est quand même un chouïa en deçà par rapport à Canon ou à Nikon ou même Fuji. Un Fuji X-T4, c'est parfaitement construit et voilà, comme je vous ai dit, pour moi la construction, sur le côté un petit peu plastoc, moi j'attendrais que Sony fasse encore des efforts là-dessus et je pense qu'ils peuvent largement le faire. Autre point de nuance que je souhaite aborder, c'est la question de l'obturateur. Sony ne mentionne aucune durée de vie de son obturateur mécanique, on ne sait pas si c'est 150 000, 200 000, 300 000 ou même plus. Et donc c'est vrai que là aussi, quand on achète un boîtier à 3000 €, on aimerait bien savoir la durée de vie estimée, chose qui est largement communiquée chez les autres marques. Toujours sur la question de l'obturateur, on va parler de cet obturateur électronique qui lui n'est pas exempt de défauts. Déjà la première chose, c'est que la vitesse est limitée à 1/8 millième de seconde. Alors en mécanique ça peut se comprendre, cependant en électronique non. Ça c'est une limitation aussi qui est clairement logicielle. Le Fujifilm X-S10 qui filme ici et qui est quand même 3 fois moins cher que le Sony Alpha 7 IV monte jusqu'à 1/32 millième de seconde, donc ça n'est pas du tout un problème technologique, mais encore une fois, toujours un problème de segmentation de la part de Sony. Également cet obturateur électronique est soumis à des problèmes de ce qu'on appelle du banding, c'est-à-dire que quand vous faites des photos dans une situation d'éclairage artificiel avec des lumières, des LED, etc., apparaissent des bandes et ça en intérieur c'est un vrai fléau. Il m'a été impossible de faire des photos en obturateur électronique en intérieur car elles étaient systématiquement ratées. Ça c'est dû au fait que le capteur n'est pas empilé et là aussi encore et toujours Sony segmente. Ces technologies sont réservées aux boîtiers haut de gamme, le Sony Alpha 9 et le Sony Alpha 1 et donc je trouve que c'est quand même très mauvais parce qu'on est obligé systématiquement de revenir à de l'obturateur mécanique alors que c'est précisément dans ces situations-là, en intérieur, avec de l'éclairage artificiel, qu'on voudrait utiliser l'obturateur électronique pour être le plus discret possible. Mais imaginez, vous faites un concert ou quoi, et en fait vous avez ces problèmes de banding qui apparaissent, c'est quand même très désagréable. Bien évidemment, on peut essayer de paramétrer au niveau des fréquences pour éviter ça, mais c'est quand même galère, et surtout ça ne fonctionne pas à tous les coups. Et ça là-dessus, je trouve que c'est quand même un sacré raté de la part de Sony. Autre point qui a été largement souligné, que j'ai pu observer moi-même, c'est la question de ce qu'on appelle le rolling shutter. C'est la déformation des lignes verticales lorsqu'on bouge, notamment en vidéo. Alors, ce rolling shutter est très
très présent quand on filme en 4K, notamment en 4K 30 et en 60 c'est un petit peu atténué, mais en 4K 30 il est très visible. Et là aussi je trouve ça très gênant que Sony n'ait pas plus bossé là-dessus. Quand on regarde sur l'Alpha One en vidéo avec un capteur empilé, là aussi il n'y a quasiment plus, voire même plus du tout de rolling shutter, alors que là il est très présent. Il est peut-être même plus présent que sur l'Alpha 7 III, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de dommage et que Sony n'ait pas plus bossé là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est très pénalisant en vidéo, et ça pour les vidéastes ça peut être un vrai problème. Ensuite il y a quelques problèmes d'ergonomie qui sérieusement m'agacent. Alors c'est pas rédhibitoire mais ça m'agace. Je vous prends un exemple tout bête. Moi je fais beaucoup de photographies de paysages et j'utilise beaucoup ce qu'on appelle le bracketing d'exposition, donc c'est faire plusieurs photos automatiquement avec une rafale avec des expositions différentes. L'appareil photo prend des photos surexposées, sous-exposées et normalement exposées pour qu'après on les fusionne et pour faire ce qu'on appelle de la HDR. Sur mon Nikon j'avais le bouton directement paramétrable sur l'épaule, là ce n'est pas le cas, il faut passer par les menus, bon certes pourquoi pas, mais ensuite ça n'est pas du tout intuitif, il faut descendre dans les paramètres de prise de vue, aller dans le bracketing, chercher sur les côtés et en fait ça, je trouve que ça prend quand même beaucoup de temps, là où en fait ça me prenait vraiment un éclair de temps sur mon Nikon pour le faire. Autre chose que je ne comprends pas sur ce menu de bracketing, c'est qu'on peut faire 3 photos, 5 photos, 9 photos, mais pas 7 photos. Alors pourquoi? Ça je ne comprends absolument pas et je trouve ça quand même assez bizarre qu'on puisse pas faire 7 photos, on passe directement de 5 à 9, c'est pas du tout pareil. Et là aussi c'est pas du tout un problème technique, hein, c'est simplement logiciel et c'est une bizarrerie je trouve de la part de Sony. Tant qu'on est à parler de fonctionnalités type paysage, il y a un truc qui m'a surpris quand même quand je suis passé chez Sony, et assez naïvement je pensais que c'était dessus parce que sur mon XS10 ça y était, chez Canon ça y est, chez Nikon ça y est, c'est le manque de ce qu'on appelle le bracketing de mise au point, c'est-à-dire la capacité du boîtier à faire un bracketing où il prend plusieurs photos à différentes mises au point pour faire ce qu'on appelle du focus stacking, donc de l'empilement de mise au point pour avoir une photo nette vraiment du premier au dernier plan. Alors ça c'est quelque chose quand même que je trouve très surprenant parce que Sony est une marque aujourd'hui qui attire énormément de photographes de paysage par la qualité de ses capteurs, de sa montée en ISO, de sa dynamique, etc. Et je ne comprends pas que ça ne soit pas à l'intérieur de ces boîtiers parce que ce n'est pas quelque chose de très difficile à faire, et là aussi c'est simplement une volonté délibérée de Sony de ne pas le mettre dans ses appareils photo. Bien évidemment la question de la 4K 60 avec son crop est bien là, mais ça bon, on va pas revenir dessus, mais c'est souvent quand même le gros point noir qui est évoqué sur ce Alpha 7 IV. Enfin, petit détail, il y a les modes 1, 2, 3 qui sont personnalisables, et ça j'étais particulièrement excité de les utiliser, et en fait en pratique je trouve que leur paramétrage est quand même assez compliqué, c'est pas très clair, et surtout je n'arrive pas en photo par exemple à changer les paramètres de prise de vue et les laisser tels que je les avais laissés au dernier point. Systématiquement ça me les remet aux valeurs de base que j'avais décidé, et ça c'est quand même un petit peu beaucoup agaçant, c'est pour ça que pour l'instant je ne les utilise pas. Bref, c'est l'heure de conclure cette vidéo. Alors, est-ce que ce Alpha 7 IV, j'en suis content? La réponse est un grand oui. Est-ce que je regrette d'avoir quitté Nikon? La réponse, là aussi, est clairement non. Donc, si c'était à refaire, je referai ce choix avec grand plaisir et j'espère que Sony me donnera une entière satisfaction sur la longueur. Donc, globalement, c'est un boîtier qui est très positif. L'ergonomie est à mon sens très satisfaisante. Une fois qu'on a bien pris le boîtier en main et qu'on l'a paramétré selon ses besoins, c'est assez jouissif, c'est rapide et surtout, il n'y a pas, à mon sens, de point ergonomique majeur qui soit en tout cas rédhibitoire. Aussi par rapport à la construction, bien que ce soit un chouïa moins bien que Canon ou Nikon, c'est quand même très bien. Donc ce que j'ai pu remarquer, c'est que même en conditions difficiles, je n'ai jamais eu le moindre problème, et ça m'a vraiment beaucoup rassuré. Concernant la qualité d'image, elle est incroyable, couplée aux optiques Sony ou en tout cas à d'autres optiques très qualitatives comme chez Sigma, mais en fait la qualité d'image est incroyable, c'est riche en détails, la plage dynamique est folle, enfin bref, c'est tout ce que j'espérais. Alors moi, venant de la gamme D800 de chez Nikon, je suis pas complètement, on va dire, surpris de tout ce qui est plage dynamique. Cependant, ça va quand même un chouïa plus loin et je trouve qu'il y a quand même une vraie différence visible. La montée en ISO est quand même très satisfaisante et en tout cas là-dessus je pense qu'il n'y a pas de compromis sur la qualité d'image, c'est peut-être ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc comme j'ai dit, la montée en ISO est peut-être pas la meilleure du marché, mais en tout cas ça talonne les meilleurs du moment, et gardez en tête que ce capteur de 33 millions de pixels est à mon sens un équilibre parfait entre définition et montée en ISO, là où certes le Canon R6 est très bon en montée en ISO, mais il n'a que 20 millions de pixels, ça peut suffire pour la plupart des usages, mais si vous voulez cropper un petit peu, c'est un petit peu juste. Concernant l'AF, on l'a vu, il est très brillant, le fonctionnement de l'AF sur l'œil est aussi ahurissant, c'est un vrai plaisir à utiliser. En plus ils ont changé les couleurs, c'est paramétrable, là où c'était galère sur le A7 III, et donc voilà, c'est un boîtier qui est très réactif. Je vais le tester plus profondément quand même sur des situations un petit peu sportives, parce que je pense que j'ai peut-être dû aussi ne pas avoir assez de recul dessus, mais c'est vrai que n'oubliez pas que la rafale est peut-être un petit peu limitée. Donc côté justement négatif, donc vous avez cette question de la rafale qui est peut-être un petit peu limitée. Moi je trouve ça assez mesquin, 6 RAW non compressés en rafale en 2021 sur un boîtier à 3000 €, c'est quand même pas fou. En même temps la construction, comme je vous ai dit, elle pourrait être un chouïa meilleure. En termes d'ergonomie dans les menus, c'est beaucoup mieux
mais on peut encore aller au-delà, notamment je vous dis sur les abréviations, il y a des trucs où parfois vous trouvez pas le bon mot, et voilà. Ensuite la question de cette 4K 60 avec le crop, c'est agaçant. Voilà. Donc Sony a trop segmenté, faites attention parce que sinon vous allez peut-être perdre des clients. Et ça, à un moment, les clients, ils en ont peut-être un petit peu marre, là où la concurrence, elle, propose aujourd'hui des boîtiers équivalents qui n'ont pas de crop à 60 images par seconde. C'est un très bon boîtier. Ces 2 semaines de tests intensifs ont été vraiment 2 semaines géniales. On s'est beaucoup éclaté. Le boîtier a fait pleinement tout ce qu'on lui avait demandé. À aucun moment, je n'ai ressenti de limitation quelconque. C'est vraiment très très bon. En tout cas, on a livré des images qui nous plaisent et ça, c'est de loin le principal. Et donc j'ai déjà hâte de poursuivre, on va dire, mes shoots avec ce boîtier Alpha 7 IV et je ne manquerai pas de vous en faire part par la suite avec un test de plus longue durée. Alors la question que vous posez peut-être, c'est si vous possédez un Alpha 7 III, est-ce que ça vaut le coup de passer sur ce Alpha 7 IV? Alors pour moi, la réponse dépend vraiment déjà de la première chose, c'est la question du budget. Sony a quand même bien augmenté le prix parce qu'aujourd'hui le Alpha 7 III est toujours au catalogue à 2149 € et ce Alpha 7 IV à 2799 €. Donc ils se sont fait plaisir quand même sur l'augmentation de prix qui, à mon sens, n'est pas forcément toujours très justifié. Et voilà, en tout cas pour ce prix, je pense qu'ils auraient pu aller quand même au-delà sur certaines caractéristiques, mais ça n'est que mon avis. Aussi, tout dépend si vous avez besoin par exemple en vidéo de la 4K 60 images par seconde. Malgré le crop, ça peut permettre de faire aussi des petits ralentis, etc. Et donc si vous avez besoin de cette 4K 60, allez-y. Ensuite, la deuxième chose pour moi qui est déterminante, c'est l'écran sur rotule. Là aussi, si c'est quelque chose qui est très important pour vous, forcément le passage au Alpha 7 IV peut être très pertinent. Pour le reste, ça n'est que du taille ergonomique. Aussi, l'augmentation de définition est profitable, mais au global, le Alpha 7 III faisait déjà de très belles images. L'autofocus était déjà très performant. Et donc, certes, vous avez une évolution, mais ça n'est pas non plus une révolution qui peut, à mon sens, justifier un changement et un investissement assez lourd. Maintenant, si vous êtes sur une autre marque et que vous hésitez à passer chez Sony, moi je ne peux que vous dire, allez-y, foncez. Moi venant de chez Nikon, c'est vrai que j'avais un petit peu peur de changer de marque et de changer de philosophie. Et aujourd'hui, je ne suis absolument pas déçu. Bien évidemment, j'avais regardé le Nikon Z6 II, qui est à un prix légèrement quand même inférieur, mais qui offre des caractéristiques pour moi qui, sur de nombreux points, étaient insuffisantes. Déjà, en qualité d'image, pour moi, il est un cran en dessous. Même si la montée en ISO est peut-être un chouïa meilleure, sur le reste, il y a certaines caractéristiques qui me déplaisent quand même assez fortement. En termes d'ergonomie, il y a aussi certaines fonctionnalités qui manquent. En vidéo, je trouve ça quand même nettement moins bon et Nikon n'est absolument pas une marque douée en vidéo. Et aussi, il y avait le manque de cet écran sur rotule qui, quand même, moi, aujourd'hui, était un indispensable. Aussi, quelque chose qui m'a énormément plu chez Sony, qui a fait que je suis passé chez eux, c'est la richesse de leur parc optique. Et je suis extrêmement satisfait des optiques Sony et particulièrement des optiques GM. C'est de la très haute qualité, à la fois sur la fabrication, sur la qualité d'image. Enfin bref, ça, j'y reviendrai dans une vidéo autre. Mais surtout, ce qui est génial chez Sony, c'est que vous pouvez profiter d'un parc d'optiques de marques tierces, Tamron, Sigma, etc. Et là, vous avez accès à des dizaines et des dizaines d'objectifs, à des prix très compétitifs et à des qualités extraordinaires. Au global, Sony aujourd'hui est une marque de référence. On ne peut pas faire outre. Beaucoup de photographes autour de moi sont passés chez Sony, ils ont sauté le pas. Moi, je l'ai fait aussi et donc je ne peux que vous encourager à le faire. Vous ne serez pas déçus, c'est de l'excellent matériel. Maintenant, la seule question que je dois me poser, c'est de savoir la durabilité dans le temps et ça, il n'y a que les mois et les années qui pourront nous le dire. Bref, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce test aura été utile. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On parlera voyage. Le vlog, justement, sur les pays baltes arrivera très vite. Ensuite, il y aura d'autres vidéos, des tutos sur de la photo, mais aussi d'autres revues de matériel, notamment sur le matériel Sony et pas que. Et donc, j'ai hâte de vous retrouver pour du nouveau contenu. À très vite les amis, très bonne journée à vous.